Quand je dis que Jean-Claude Van Damme a donné un coup de poing, que Jean-Claude Van Damme a faim, que Jean-Claude Van Damme a un diplôme et que Jean-Claude Van Damme a une salopette, eh bien, on retrouve ce même petit bout de phrase. Jean-Claude Van Damme a. Et dans ce petit bout de phrase-là, le verbe avoir a 4 significations différentes. Comment ça se fait et comment même le verbe avoir peut-il avoir quelque chose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode-ci et dans le suivant, alors restez bien à l'écoute, soyez bien attentifs! Allô tout le monde, je suis Alexandra Folly et vous écoutez le podcast La Folle Théorie. On en est à l'épisode 7 qui s'intitule « Le langage du temps 4D ». On va parler des aspects temporels de l'espace-temps et ça commence avec la 4e dimension qui représente le temps linéaire et les forces. Quand on en sera rendu à la 6e dimension, eh bien là, on aura rassemblé tous nos blocs de Lego de différentes dimensions qui vont nous permettre ensuite d'entrer dans l'analyse de nos systèmes de pensée. À ce moment-là, on va voir plus clair dans les logiques qui constituent nos différentes croyances spirituelles et idéologiques. Dans l'épisode 3, on a parlé du domaine physique et on a vu que les phénomènes physiques à 4 dimensions, ce sont des forces, des impulsions, des tensions et des puissances de différentes intensités qui font varier les choses dans le temps. Les forces, ça produit des conséquences qui sont donc des actions, des réactions, des transformations et des évolutions. Maintenant, du point de vue de la sémantique, qu'est-ce que tous ces phénomènes-là auraient en commun? Eh bien, ce sont des phénomènes déployés dans un temps linéaire, c'est-à-dire du passé vers le futur. On parle donc des activités au sens large, et ça inclut les événements. C'est des phénomènes transitoires, temporaires et impermanents. Vous allez voir là, que la façon dont ça s'exprime dans le langage, c'est pas très compliqué. En fait, ça va même de soi puisque la structure sémantique suit simplement la structure même de l'espace-temps physique, comme je vous l'ai déjà dit, Et pourtant, jusqu'ici, ça n'existait pas ce genre de connexion-là entre les sciences physiques et le langage. Alors, dans le langage, les phénomènes d'activité à 4 dimensions, on les exprime généralement par des verbes. Des verbes, Ça vous est quand même assez familier, je suppose. Souvenez-vous, on a vu qu'à 2 dimensions d'espace, on décrit des qualités par des adjectifs et qu'à 3 dimensions, on désigne des entités par des noms. Alors, 4 dimensions, c'est le monde des événements et de leur portée, qu'on écrit par des verbes dans le langage. Comme par exemple, comme quand on dit « je cuisine »,« je mange »,« je marche »,« je parle »,« je travaille » et même « je dors »,« je rêve » et « je pense ». Eh bien, tout ça, ce sont des verbes qui désignent des activités, c'est-à-dire des forces qui s'exercent. Alors, ces verbes-là que je viens d'énumérer, eh bien, ils décrivent le déroulement des événements. Ils décrivent des variations dans le temps, autrement dit, ils décrivent des faits. D'ailleurs, on peut remplacer beaucoup de ces verbes-là par le verbe « faire ». Par exemple, on peut faire la cuisine ou faire de la randonnée. On peut faire un travail, faire un dodo ou encore on peut faire un rêve. Et maintenant, pour faire plaisir à votre intelligence, je vais pousser l'analyse dans le domaine linguistique et on va explorer un peu plus en profondeur les différents types de phénomènes qu'on trouve à 4 dimensions. Le monde à 4 dimensions, là, c'est généralement un temps linéaire, c'est juste une ligne de temps. Le passé, le présent et le futur forment une continuité d'événements qui se succèdent logiquement en allant toujours de cause à effet, dans une forme de certitude, et donc c'est un temps et une logique linéaire déterministes. Alors en grammaire, le monde à 4 dimensions, ça concerne seulement 2 modes de la conjugaison. Vous savez, les modes de la conjugaison, c'est des ensembles de différents temps. D'abord, il y a le mode indicatif. Et l'indicatif, c'est quoi? Eh bien, c'est le mode du déroulement de la réalité. Que l'action se situe dans le passé, dans le présent ou dans le futur, on est certain qu'elle se produit. Par exemple, dans mon passé, j'ai écrit ce podcast-là, et maintenant, dans mon présent, je vous parle, je m'enregistre, et dans mon futur, je le publierai. Alors, les différents temps de l'indicatif, c'est juste des points où on se situe sur une ligne de temps. Dans tous les cas, l'action décrite est déterminée, c'est-à-dire soit qu'elle s'est produite, soit qu'elle se produit, ou soit qu'elle se produira avec certitude.
Donc, c'est ça le mode indicatif, comme son étymologie nous l'indique. C'est un mode qui indique quelque chose qui a lieu sur une ligne de temps. Il y a un second mode de conjugaison qui se rapporte à la 4D et c'est le mode impératif. C'est quand on donne un ordre, comme par exemple « fais-le »,« faites-le » ou « faisons-le ». Donner un ordre, c'est une force qui s'exerce pour contraindre le futur sur une ligne de temps linéaire et donc là aussi, c'est l'expression d'une détermination. Donc, dans le langage, la 4D, ça s'exprime avec le verbe conjugué au mode indicatif des faits et au mode impératif des ordres. Et maintenant, on va élargir un peu plus les perspectives pour voir ce que ça implique quand il y a une activité. Évidemment, la première chose qu'on perçoit dans une activité, c'est l'événement qui se produit. Par exemple, le verbe « faire », c'est l'action elle-même, autrement dit, c'est le déroulement de l'action ou l'action pure si vous préférez. Et généralement, quand il y a une action, il y a un sujet qui agit, et ça, c'est l'acteur, c'est le faiseur. Or, quand quelqu'un fait quelque chose, eh bien, on peut aussi inverser le point de référence et dire que quelque chose est fait par quelqu'un. Donc, le verbe peut être conjugué dans sa forme active et dans ce cas-là, il y a un sujet qui active. Ou alors, si le verbe est conjugué dans sa forme passive, eh bien là, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est activé et qui subit l'activité. Au passage, je vous rappelle que le sujet, c'est-à-dire le substantif, lui, il est juste en 3D à la base. C'est-à-dire qu'on ne considère pas l'action. Mais quand il y a une action, alors là, le substantif, il est impliqué et alors il est considéré dans l'action. Donc, la forme active et la forme passive du verbe, ça nous donne des substantifs verbaux, c'est-à-dire qu'ils désignent des entités en 3 dimensions en fonction de leurs activités dans une ligne de temps. Et tout comme l'action, l'acteur et l'activé sont aussi des phénomènes à 4 dimensions parce qu'ils décrivent comment des entités à 3 dimensions d'espace varient pendant des durées, c'est-à-dire sur des segments de temps sur une seule ligne, donc une dimension de temps. Alors, je répète, un acteur, c'est un substantif qui produit les actes, donc d'une manière active. Et l'activé, lui, c'est un substantif qui subit des actes, donc d'une manière passive. Ces variations-là de l'acteur et de l'activé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des états. En français, pour décrire un état, on va souvent utiliser le verbe « être » qu'on va associer à une préposition. Une préposition, c'est un mot qui indique une position dans l'espace ou le temps. Alors, quand je dis « je suis au travail » ou « je suis en action », j'indique une position dans l'espace-temps. Donc, j'indique un état. Et toujours pour décrire un état, on peut aussi utiliser un adjectif spécifique. Par exemple, si vous êtes joyeux, ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes en joie. Autrement dit, vous êtes à la joie. Ou vous êtes en position de joie. Alors, la joie, c'est votre état. C'est un attribut qui définit votre être pendant un certain moment, mais pas dans l'absolu. Et le moment que dure un état, on appelle ça une phase. Vous êtes dans une phase joyeuse. Donc, l'état, ça désigne comment les entités sont à un certain moment. Autrement dit, l'état, c'est comment les forces transforment les entités. Ou juste pour vous faire une phrase encore plus compliquée, on peut dire que l'état, c'est la valeur temporelle des entités. Bref, l'état, c'est une variation qui est intégrée au sein du sujet ou de l'objet. Et oui, bien sûr, qu'un objet peut être dans différents états, comme par exemple, une voiture peut être en fonction ou pas, et elle peut être en état de fonctionner ou elle peut être en panne. Physiquement, ça correspond à la force qui est répartie intérieurement dans les entités impliquées. Alors, ça correspond aux tensions. Et d'ailleurs, l'état interne d'un circuit électrique, ça correspond aussi à la tension, qui est exprimée en volts. Il existe aussi des variations qui sont associées cette fois-là extérieurement aux entités. Par exemple, quand un objet est en vente, eh bien, on parle du statut d'un objet.
L'objet est en quelque sorte en état de vente. C'est une valeur qui se déploie autour de l'objet et qui le concerne, mais qui lui est extérieure. Alors même si on peut dire que l'objet est en état de vente, c'est une expression qui est inexacte parce que ça ne change pas l'objet en soi, hein. C'est un état extérieur à l'objet. Et donc, le mot approprié dans notre étude sémantique de la perception, c'est un statut. On colle une étiquette qui dit à vendre, comme si je disais par exemple cette salopette est à vendre. Alors en d'autres mots, le statut à vendre, c'est une valeur de variation dans le temps. Et puis quand l'objet est vendu, eh bien son statut a encore changé, mais toujours pas l'objet lui-même, bien sûr. Donc on peut lui mettre une nouvelle étiquette, comme par exemple cette salopette appartient à Jean-Claude Van Damme, donc son statut n'est plus à vendre, il devient vendu et à Jean-Claude. Je vous donne un autre exemple un petit peu plus subtil avec quelqu'un qui obtient un diplôme. Quelqu'un qui obtient un diplôme, il devient quoi? Il devient un diplômé. Et ce mot-là, diplômé, eh bien, il se rapporte à la personne qui a obtenu le diplôme. Donc, un diplômé, c'est un substantif. Pour ceux qui ne sont pas trop bons en grammaire comme moi, je rappelle qu'un substantif, c'est un mot ou un groupe de mots qui désigne une entité 3D ou une entité en action 4D. Donc, un diplômé, c'est un substantif 4D, mais un diplômé, ce n'est pas un état parce que ça n'affecte pas la personne à l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de dire ici que cette personne-là est en état diplômé parce que ça ne décrit pas un changement du caractère apparent ou intrinsèque de la personne. Être diplômé, c'est une valeur sociale. Alors, diplômé, ce n'est pas une valeur interne, c'est une valeur externe. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un statut. Le statut, c'est un bagage temporel, c'est une étiquette que les gens ou les choses ont en rapport avec l'activité qui les concerne. Le statut diplômé, c'est un produit de l'obtention du diplôme. C'est une valeur sortante de l'activité d'obtenir un diplôme. Alors, on peut dire aussi qu'être diplômé, c'est un actif. Le statut, eh bien, on peut aussi décrire ça avec l'expression « être de ». Par exemple, si vous êtes du Canada, alors vous êtes Canadien. Alors, être Canadien, eh bien, c'est votre statut externe. C'est une étiquette et d'ailleurs, vous pouvez être Canadien sans jamais avoir vécu au Canada. Et ça, c'est un actif temporel parce qu'il a un point d'origine dans le temps où vous devenez Canadien, soit à la naissance, soit par naturalisation. Alors que si on dit que vous êtes au Canada, ah ben là, ça désigne une localisation et ça, c'est une forme d'état. Puisque c'est là qu'on peut vous trouver physiquement dans l'espace, c'est une position dans l'espace. La localisation, c'est un état, car elle conditionne l'être intérieurement. Par exemple, si vous êtes dans l'eau, ben vous êtes mouillé. Ça vous change directement dans la façon dont vous êtes à un moment donné. Ce n'est pas comme un statut qui change juste le regard des autres sur vous. Si je reviens au statut de diplômé, eh bien, un diplômé, c'est aussi en quelque sorte un être de diplôme. On retrouve l'expression « être de » avec un point d'origine. Le statut, c'est défini par un point d'origine dans le temps, donc par une cause. Par exemple, le moment où le diplômé a reçu le diplôme, eh bien, physiquement, ça correspond à une impulsion, qui est le moment où la force commence à s'exercer. L'état, c'est plutôt quelque chose qu'on est, puisque c'est intériorisé. Alors que le statut, c'est plutôt quelque chose qu'on a, parce que c'est extériorisé. Attention! Les verbes être et avoir sont des indicateurs de l'état et du statut, mais ils ne sont pas vraiment fiables pour les différencier. Alors, c'est important de distinguer l'état et le statut en se souvenant que l'état est intériorisé et que le statut est extériorisé, OK? Parce que dans le langage, il y a des subtilités qui peuvent mener à la confusion. Par exemple, quand je dis que Jean-Claude est affamé, son ventre est vide, il gargouille. Dans le langage, je peux quand même dire que Jean-Claude a faim. Je viens d'utiliser le verbe avoir au lieu d'être. Pourtant, la faim, elle est intérieure, elle décrit ce que Jean-Claude ressent. Donc, être affamé ou avoir faim, ça reste interne, donc c'est un état.
Un autre exemple, si je dis que Jean-Claude Van Damme a un diplôme, c'est extérieur, alors c'est un statut. Jean-Claude peut être impacté émotionnellement par le fait d'avoir un diplôme, hein? Mais en soi, le diplôme ne change pas directement Jean-Claude. Le diplôme ne fait pas partie de Jean-Claude. Je peux quand même dire que Jean-Claude Van Damme est diplômé, mais le diplôme, c'est une condition extérieure à Jean-Claude. C'est un attribut social. Maintenant, si on revient à la salopette de tout à l'heure qui a été vendue à Jean-Claude Van Damme, eh bien, si l'objet salopette a été vendu, ça implique que désormais quelqu'un possède l'objet. Posséder ou avoir, ce sont des verbes qui décrivent des phénomènes transitoires et ça se produit aussi dans des segments de temps. Alors, ces phénomènes-là qui sont transitoires, tels que le verbe avoir et posséder, eh bien, ce sont aussi des forces parce que ce sont des variations dans 4 dimensions. Quelqu'un possédait cette salopette-là et maintenant, cette salopette, elle appartient à Jean-Claude. Et même si pour posséder ou avoir la salopette, ça inclut forcément une transition dans le temps, il ne s'agit pas vraiment d'action, hein? Il ne s'agit pas d'événement. Donc, avec ce statut de l'objet qui est possédé, il existe une sorte d'activité particulière et cette activité particulière-là, c'est celle de posséder quelque chose ou plus largement d'avoir un actif. Au début de l'épisode, je vous ai parlé de la forme active et de la forme passive des verbes. Le lapin mange, c'est la forme active, c'est le lapin qui exerce l'action. Et le lapin est mangé, c'est la forme passive où c'est moi, le lapin, qui subit l'action. Eh bien, il ne faut pas confondre la forme active de la conjugaison avec un actif, OK? Un actif, ce n'est pas forcément actif. Alors, un actif, c'est quoi? Un actif, c'est quelque chose dont on dispose pour agir. C'est une ressource. Ça peut être un objet ou bien une qualité. On peut donc dire qu'un actif, c'est quelque chose qu'on a. On peut avoir un actif stylo, ça nous donne la possibilité d'écrire ou de dessiner, ou bien on peut avoir de la force, c'est une qualité qu'on a, ça nous donne de nombreuses possibilités comme celle d'utiliser le stylo. Alors maintenant, je vais distinguer les verbes posséder et avoir. Qu'est-ce que Jean-Claude Van Damme peut posséder? Eh bien, comme vous le savez tous, rendu à l'épisode 7, Jean-Claude peut posséder une petite voiture verte, ou il peut posséder une salopette, mais il ne peut pas posséder de la force. Pourtant, Jean-Claude n'est point dépourvu de force, n'est-ce pas? Il en a beaucoup. Posséder, ça se rapporte uniquement à quelque chose qui est extérieur à soi. Alors que le verbe avoir, il a un sens plus large que posséder. Posséder, c'est uniquement quelque chose que l'on détient, alors que avoir, ça peut être quelque chose que l'on contient. Détenir et contenir, externe et interne, vous voyez la nuance. Alors, avoir, ça englobe la notion de possession et en plus de ça, ça peut aussi se rapporter à une propriété qui est en nous et qui nous définit comme une qualité par exemple ou une relation. Par exemple, quand je dis Jean-Claude a de la force, c'est une qualité. Ou quand je dis Jean-Claude a de la chance, c'est une relation au cours des événements. On peut dire que Jean-Claude est fort ou que Jean-Claude est chanceux, mais on ne peut pas dire qu'il possède la force et la chance. Je vais maintenant revenir au domaine physique pour que vous compreniez mieux la subtilité sémantique d'avoir ou de posséder par rapport au verbe faire. Avoir ou posséder, ce n'est pas exactement une action, et physiquement, ce n'est pas une force, c'est sa puissance, son débit. Par exemple, dans le cas d'une rivière, le débit, c'est la mesure de la quantité d'eau qui s'écoule pendant une durée. Alors maintenant, voyons l'équivalent en électricité. La puissance, c'est le débit, c'est la quantité électrique qui s'écoule pendant une durée aussi. La puissance électrique, ça s'exprime en watts. Et une caractéristique de la puissance, c'est qu'elle est présente même quand la force ne s'exerce pas. Sur ça, on peut prendre l'exemple d'une ampoule électrique ou d'un moteur. Ils ont une certaine puissance, même quand ils ne sont pas allumés. Eh bien, c'est pareil si je dis que Jean-Claude possède une salopette ou si je dis que Jean-Claude a de la force. Il dispose constamment de la salopette et de la force, même quand il n'en fait pas usage. On dit alors que c'est une disposition. Maintenant,
voyons des subtilités de sens concernant le fait d'avoir des relations. Comme par exemple quand on dit « j'ai un ami », j'ai un mari, j'ai un chat, j'ai un médecin, j'ai un patron, j'ai un invité. Ça signifie qu'on a une relation avec quelqu'un, mais ce n'est pas une possession. Quand on possède un humain, on appelle ça de l'esclavage. C'est un rapport particulier où l'être possédé est privé de sa liberté par la force. Mais même si on ne possède pas quelqu'un, l'être avec qui on est en relation nous est associé à travers un rapport de puissance. Par exemple, si j'ai un enfant, ça me donne d'abord un statut de parent, et ensuite, il y a un rapport de puissance avec l'enfant dans la responsabilité et l'autorité. L'enfant, il est libre, mais il n'est pas responsable. Il y a toujours une puissance qui s'exerce dans le rapport entre des êtres en relation. C'est possiblement pour ça qu'on peut avoir l'impression de posséder l'être avec lequel on est en relation. Et d'ailleurs, l'usage du verbe « avoir » est peut-être corrélé au sentiment d'appartenance et de jalousie. C'est pareil dans toutes les relations définies par un statut à des degrés divers. L'univers 4D, c'est le monde des actions, de la circulation de la force et du pouvoir. Alors, si on résumait un peu maintenant les 4 grandes sortes de phénomènes qu'on trouve à 4 dimensions, c'est-à-dire dans le monde des activités, d'abord, il y a les actions et les événements eux-mêmes qu'on décrit avec des verbes. Ensuite, il y a l'état. L'état, c'est comment les entités sont conditionnées intérieurement par les événements. Et puis, il y a le statut. Le statut, c'est la portée extérieure, c'est l'écho des entités sur les événements. Autrement dit, c'est la condition extérieure des entités. On décrit les états et les statuts par des substantifs verbaux ou des adjectifs. Et enfin, il y a l'avoir et la possession qui indiquent des rapports de puissance ou de disposition, le fait de disposer de quelque chose. OK, ça fait déjà beaucoup pour un seul épisode. Je vais vous laisser digérer un petit peu tout ça. On va faire une petite pause de cerveau. Dans le prochain épisode qui s'intitule « Le langage musclé du temps 4D », bien sûr, on sera toujours avec Jean-Claude Van Damme et on va voir les correspondances de vocabulaire plus spécifiques de ces 4 types de phénomènes 4D dans les domaines psychologiques et abstraits. À bientôt!